Alors nous voilà à nouveau dans le cadre de notre 3e saison sur Débat court. Nous avons un nouvel invité, nous allons vous le présenter. C'est plutôt surprenant dans l'histoire de Débat court, mais ça arrive, vous voyez, et c'est une bonne surprise. Mais tout d'abord, nous allons donc rejoindre Yann de Cacrès, chef d'établissement, toujours fidèle au poste. Toujours. On essaye, voilà. pourvu que Dieu nous prête vie. C'est ça, exactement. Nous avons Reda Dehac, qui est donc enseignant-chercheur à EPITA, et puis intelligence artificielle. Donc, franchement, vous êtes très utile pour nous, parce qu'à la fois, vous nous laissez nous asticoter entre nous et contre vous, mais vous êtes un chercheur qui nous éclaire beaucoup sur toutes ces nouvelles technologies, en fait. J'espère, Oui. j'espère vous éclairer. Ça fait combien de temps que vous êtes à EPITA ? Ça fait maintenant une vingtaine d'années. Ah, quand même. Ouais. Vous ne les faites pas. Merci beaucoup. Alors, nous avons un petit genou. Il s'appelle Jules Badarani. Bonjour. Et Jules, en général, il est de l'autre côté des manettes. C'est ça. Voilà. Alors, Jules, réalisateur et co-gérant de la société de production exécutive. Jules Badarani, on va comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui avec nous. D'accord ? Et puis, nous avons Sophie Tessière, experte en formation universitaire en numérique et puis fondatrice du centre de formation. On va justement donner un petit peu cet aspect de la formation, comment justement vous allez construire cette formation qui ne soit pas forcément que technique. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis, la raison pour laquelle nous avons Jules, c'est que c'était votre élève. Voilà. Absolument. Ancienne directrice de l'ESRA, où j'ai été étudiant effectivement pendant 3 ans. Et c'est pour ça qu'il se tient vraiment à carreau. J'ai accepté qu'il vienne. Il est méconnaissable parmi nous parce qu'il va bien se tenir, quoi, vous voyez. Donc continuez à le regarder droit dans les yeux, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions dominer la situation. Nous allons parler de la formation et comment réorganiser cette formation finalement dans un contexte de monde qui est le monde nouveau, le monde moderne. Vous savez, moi je suis un peu sacrifié, je fais partie de cette génération, les années 70, on a eu les maths modernes, la méthode globale, il est interdit d'interdire, enfin ce n'était pas tout à fait ce que disaient les pratiquants, mais ceux qui commentaient sur cette pratique. Les professeurs avaient tendance à laisser l'enfant s'épanouir, etc. C'est bien, mais dans l'épanouissement, il y avait beaucoup d'idéologie finalement. Moi, j'ai passé un CM2 fantastique, on n'a rien foutu de l'année, on n'a fait que du théâtre. Donc c'était absolument génial, et en plus pas du théâtre classique, etc. Non, on crée notre propre scénario. Donc bien évidemment, pour ma part, qui parle comme une vache espagnole, vous imaginez un peu le niveau culturel de ces pièces de théâtre. Mais on s'est bien marré, et je m'en souviens tellement bien, et j'avais passé un tellement bon moment que j'ai fini par redoubler ma 6e et ma 5e. Donc voilà, l'affaire est entendue. Vous voyez ? Donc comment réorganiser une formation ? Objectivement, c'est important. Vous savez, il y a cette image et ce comparatif, je ne sais plus qui est-ce qui le sortait, mais j'avais eu l'occasion et l'opportunité à la première saison d'en parler, où on voit un chef d'entreprise qui présente l'histoire de son entreprise avec les ouvriers avec des blouses, etc., au début du XXe siècle, puis après l'évolution et le décor de cette entreprise jusqu'à aujourd'hui. Rien à voir avec un véritable, on a l'impression d'être dans un laboratoire de science-fiction, enfin un truc incroyable. Et puis en parallèle, nous avions une salle de classe. La salle de classe à la même époque, au début du XXe siècle, et la salle de classe, hormis le design des meubles, la disposition du tableau et surtout finalement la modernisation du tableau qui peut être à certains moments numérique, nous avions rien qui avait changé, même dans la disposition. Et c'était une vraie question, une vraie interrogation, quand on sait qu'aujourd'hui, nous nous préparons à l'école pour être dans un monde professionnel qui n'a absolument plus le même contexte social, relationnel, le travail ensemble, l'histoire du télétravail, etc. Donc, si on avait tout ça dans la tête, avec tout ce que nous produit un chercheur comme ce spécimen sur 2 pattes assis à côté de moi, et qui va nous réserver des surprises, ou ses collègues vont nous réserver des surprises. Un autre qui doit quand même, avant de partir à la retraite, même s'il n'est pas trop vieux, se retrouver quand même à penser une école et à penser une restructuration malgré une éducation nationale qui est une vieille machine, une vieille dame qui a du mal avec toute sa tuyauterie, et des innovateurs comme Sophie,
qui ont révolutionné déjà et ont transmis la niaque d'une nouvelle forme de métier, comme Jules aujourd'hui, autodidacte, finalement s'est révélé et ne cesse de progresser tout en continuant à se former. Un monde marqué par tout ce que l'on a détaillé dans les émissions précédentes, ChatGPT, la robotique, le numérique, l'intelligence artificielle, mais on ne l'appelle pas comme ça. C'était comment? J'aimais bien votre... Nous, c'est apprentissage automatique. Voilà. Oh non, c'est moins joli. Ça s'appelle machine learning en anglais. Voilà, mais au moins ça remet les choses à leur juste niveau. Bon, voilà, moi je suis absolument persuadé que nous devons restructurer complètement notre manière de former. Même la disposition de la salle de classe à certains moments par rapport à certains niveaux. Avoir cette souplesse de l'organisation des programmes. Revenir quand même à, sans être caricaturalement bobo et écolo, revenir à quelque chose en fait philosophiquement et en métaphysique, en réflexion métaphysique, au réel. Enseigner, donner du sens à nos matières à partir du besoin auquel elles répondent, ces matières. Voilà. Le cours des frères Montgolfier, je vous invite à visiter d'ailleurs la pédagogie montgolfière sur le site, et vous verrez justement qu'on est déjà dans cette optimisation d'une école de demain qui se vit déjà au présent. Mais au-delà de ça, on n'est que seulement dans du hors-contrat avec un petit effectif. Comment, aujourd'hui, dans cette dynamique, avec des institutions qui ont fait leurs preuves, le privé sous contrat, en lien avec l'éducation nationale et donc dans une continuité du public, ou des formations supérieures, comment nous nous laissons interroger par tout cela? Alors, d'abord, voyons déjà si nous avons des étudiants en école supérieure qui sont dans la créativité de toutes les technologies avec lesquelles nous allons vivre demain, et surtout que nous vivons déjà présentement. Est-ce que nous pouvons, je dirais, dire que ces étudiants ont aussi ce réflexe de la formation sciences humaines en même temps que la formation technique? Alors, à l'EPITA, on est un peu, peut-être en avance, mais en plus de donner un fort caractère technique aux étudiants, c'est-à-dire des expertises vraiment techniques, l'EPITA s'est engagé à former des ingénieurs responsables. Alors, on est peut-être les premiers touchés, on forme des ingénieurs qui vont être dans le numérique, le domaine qui est le plus critiqué en ce moment. Donc, leur donner ce sens de responsabilité jusqu'à les faire penser, par exemple, quand ils font faire tourner quelque chose sur un data center, à la consommation électrique, la chaleur dégagée, etc. On ne forme plus un ingénieur comme il y a 20 ans. On est conscient que maintenant, il faut former des ingénieurs différemment qui prennent en considération la vie sociétale et tout ce qui est autour de lui. Qui a fondé EPITA? Alors, EPITA, ça a été fondé déjà avant mon arrivée à l'école. Je crois que c'est un monsieur... j'ai oublié son nom. C'est un chef d'entreprise, comme on dirait? Non, c'est quelqu'un en fait qui a eu... En fait, l'EPITA était une école au départ quand elle a été créée. C'est la première école à avoir misé sur Linux. Je ne sais pas si vous connaissez la guéguerre qui existe entre Linux et Windows. À l'époque, dans les débuts, je crois que c'est les débuts des années 80, c'est un monsieur qui a donné d'importance à Linux, alors que personne ne donnait en fait un poids à ce système d'exploitation. Et l'avenir lui a donné raison. J'ai eu la joie de travailler pendant 10 ans avec l'ESEO, qui est l'équivalent, mais dans l'ouest de la France, à Angers, qui se développe aussi sur Paris et d'autres, et qui était fondé par un curé, le chanoine Jeanne d'Eau. Et il y avait justement cette dimension qu'il a pressentie dès le départ, qui était indispensable, c'est-à-dire les sciences humaines. Donc je me suis vu enseigner, moi pour ma part, la géopolitique et la communication. Communication dans l'idée de la capacité de s'adapter à des cultures et à des personnes différentes que nous. Et donc, c'est tout un travail. D'abord, c'est au service de la personne qui a une idée géniale, qui va chercher à l'homologuer, à être reconnue, et qui, sorti de sa case de chercheur, de sa caverne de chercheur, sort et va rencontrer finalement dans le business des gens qui peuvent soutenir et croire. Et donc, il faut une culture générale, une capacité de bien se tenir à table. Et donc, vous êtes dans cet élan-là actuellement? Oui, à l'EPITA, on est vraiment très conscient. D'ailleurs, on a créé une équipe de recherche autour du sciences humaines et numériques au sein du laboratoire de recherche de l'EPITA.
Et quand on crée une équipe de recherche, c'est aussi pour participer au développement de l'enseignement dans ce sens-là. Il faut reconnaître que euh, dans la formation supérieure, donc après bac, c'est le moment peut-être d'allier justement la technologie, parce qu'on a le plaisir de trouver un sens au travail que l'on fait, parce qu'enfin, on touche à quelque chose qui nous passionne, et en même temps de ne surtout pas omettre ce qui doit être en corrélation, c'est-à-dire tout ce qui est sciences humaines, philosophie, culture générale. Oui. Ça, c'est très important. Et en fait, c'est d'autant plus important que c'est la dernière couche. Les étudiants après vont sortir du milieu éducatif. On apprend à apprendre, on apprend à chercher, à découvrir, à s'enrichir de la culture. Oui, déjà un ingénieur par définition, c'est quelqu'un qui apprend à apprendre par lui-même. Ouais. Et en plus de ça, c'est de lui faire sentir toutes les problématiques sociétales qu'on a actuellement. Le problème climatique, les problèmes énergétiques, tout ce qui est autour, va entourer la vie d'un ingénieur en entreprise. Un étudiant, est-ce qu'il attend ça ou c'est une surprise pour lui? Ça dépend. Ça dépend vraiment du profil de l'étudiant. Moi, je sais que je le cherchais. Quand je suis parti du bac, si je ne pouvais pas faire d'études sup, j'en aurais pas fait. Je n'avais pas envie du tout de rester dans le domaine Ouais. de l'éducation nationale. Tu es assis sur une chaise et tu dors. Ouais. Parce qu'on dort au bout de 8-10 heures de Surtout cours. si on se colle au radiateur qu'on s'est bagarré. Non, mais le cours de maths à 15h, 15-17h le vendredi après-midi ne m'a jamais été utile. Le cours de maths que je prenais le samedi matin à 10h avec un prof qui m'expliquait mot pour mot et qui me faisait comprendre des choses que je trouvais totalement illogiques, logiques, là, c'était quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai pu revoir quand j'étais venu dans ton école une journée pour remplacer un de tes camarades malades. Il y avait vraiment ce 1v1, ce C'est ça. contact 1 à 1 que j'ai retrouvé dans l'audiovisuel. J'étais rentré à l'ESRA, École supérieure de réalisation audiovisuelle de Paris. Je voulais être chef opérateur, capturer la lumière. J'avais cette envie un peu de grandeur, puis surtout cette envie peut-être de m'échapper aussi. J'habitais au Liban, j'ai envie de partir, de changer d'univers. Puis j'ai découvert la réalisation de multicaméra et là j'ai découvert un autre monde. Un monde où l'humain était super important. Même si les machines sont très importantes, le terrain était bien plus important que tout ce qu'on pouvait m'expliquer en classe. Et c'est qu'après que j'ai pu réussir à faire le lien entre les deux. Donc ça dépend vraiment. Il y a des gens qui vont être très littéraires, qui vont faire 2 masters, 3 masters, un doctorat. Et on a besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, ces gens-là sont indispensables dans la société. Mais on a aussi le contre-coup avec des gens beaucoup plus ingénieurs qui ont besoin de la clé à molette, de mettre la main dans le cambouis. Si à 15 ans, ils ne sont pas en train de démonter un moteur, ils le feront peut-être jamais plus tard. Et c'est ces gens-là qui font qu'aujourd'hui, on a aussi la mécanique qui évolue. On a besoin des deux aujourd'hui dans le monde et qu'il faudrait surtout qu'on arrête de stigmatiser l'un ou l'autre. Ce qui se fait très souvent aussi, surtout en France, où non mais tu fais un bac pro. Oui, C'est et ça, alors oui. Oui. On en parlait d'ailleurs dans le- dans les anciennes émissions, et c'est vrai, c'est très très juste. Sophie, professeure, mais aussi maintenant créatrice, enfin co-créatrice d'une formation universitaire, comment vous percevez justement ce que vous entendez là? Alors, il y a beaucoup de choses. Pour revenir sur ce que disait Jules, sur la perception que tout un chacun peut avoir en termes d'attente lorsqu'on intègre une école, il disait, moi, ce n'était pas mon truc de rester 10 heures assis sur une chaise. Je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire que même si on est très intellectuel, même si on est beaucoup dans la conception, dans la conceptualisation plutôt, je crois qu'aujourd'hui, ce qui pêche dans une société où on zappe, on l'évoquait aussi, c'est-à-dire que les jeunes ont du mal à se concentrer pendant longtemps sur un livre, sur un film, etc. Il faut diversifier la façon d'enseigner. Vous évoquiez l'ergonomie des salles. Oui. En ingénierie de formation, en ingénierie pédagogique, aujourd'hui, c'est primordial. Exactement. C'est-à-dire on est obligé de penser le dispositif physique de la salle pour faire court. Avoir des solutions modulaires,
permettre de travailler en groupe, d'interagir entre enseignants et étudiants, mais aussi les étudiants entre eux. Ça me paraît essentiel. On n'est plus dans l'histoire de l'amphi. Non, il faut aller sur des choses pragmatiques, les faire travailler ensemble, sur des cas pratiques, sur C'est le ça. terrain, sur le concret. On peut aussi utiliser le numérique, qu'on évoquait également, ou dans certaines grandes écoles, on parle même d'enseignement d'humanité numérique, maintenant, ce que je trouve plutôt intelligent comme concept. On peut mettre aussi du numérique, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Moi, je ne crois pas au tout distanciel. Je pense que le tout présentiel aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a besoin aussi de cette autonomie, de souffler, de s'approprier les choses à son rythme. Mais il faut pas lâcher les étudiants, quel que soit leur niveau, quel que soit On a eu une l'âge. énorme souffrance pendant le Covid avec Bien une sûr. expression de solitude incroyable. Voilà, Et ça, c'est très impressionnant. absolument. Je crois qu'il faut rester ancré dans la réalité du terrain, avoir des méthodes un peu novatrices, hein, sans tomber dans les excès, mais aller vers quelque chose d'intelligent qui permette, encore une fois, de faire plus participer l'étudiant, de ne plus être dans ce mode transmissif, amphi, où on se pose là, derrière la chaire, et puis on parle pendant 3 heures et personne ne pose de questions. Et puis surtout, il faut maintenir ce lien. C'est-à-dire que, notamment dans l'école que nous sommes en train de monter, l'idée est de partir sur un système d'apprentissage ou d'alternance, c'est-à-dire 1 semaine en école, 3 semaines en entreprise, sans travail à faire à domicile en intercession, mais en maintenant un lien en distanciel en intercession via des masterclass C'est ça. qui seront bien évidemment ouvertes aussi aux entreprises partenaires, mais aussi avec une forme de FAQ, c'est-à-dire chaque enseignant, chaque intervenant sera disponible toutes les semaines sur tel créneau pour répondre en direct aux jeunes qui ont des questions à poser. Et puis, il y aura aussi un volet plus mentorat, c'est-à-dire que, voilà, je suis dans l'entreprise depuis 3 mois, j'ai un peu de mal à communiquer avec mon N+1 ou avec un collègue. Comment est-ce que je peux m'y prendre ? Voilà, c'est un peu comme ça qu'on envisage les choses, avec une ouverture sur le monde un peu plus large, parce que c'est Et pas vous parce avez qu'on la a- liberté de créer tout cela sans que Oui, vous soyez pour on vous supprime l'instant. les subventions de Mais l'État, etc. Alors, Vous pour rentrez dans les l'instant, normes. parce que tant que nous n'avons pas fait nos preuves, nous ne pouvons pas être reconnus ni par le ministère du Travail, ni par le ministère de l'Enseignement Et sup. quand vous faites vos preuves, ça veut dire une existence de 5 ans comme un dû hors contrat ou c'est encore plus 3. 3. Alors, c'est une existence ou une preuve que pendant 3 ans, vous avez été efficace? Non, une existence Une avec une existence. preuve, alors bien évidemment avec les normes qualité, Calliope, etc. Mais on ne peut pas faire les démarches tant que l'école n'existe pas. Ce qui a ses inconvénients en termes d'aide Oui. et de subventions, mais ce qui a aussi ses avantages en termes de liberté pédagogique. Lorsque vous êtes validé comme école supérieure, soutenu par les subventions, est-ce que vous vous retrouvez, allez, je ne vais pas mettre trop à l'épreuve Yann, mais un peu menotté par un programme que vous êtes obligé d'exécuter et du coup, Non. votre créativité sera réformée? Je pense que ce n'est pas la créativité, mais ça va imposer d'autres contraintes, puisqu'il va falloir... Le timing des profs? Non, même pas. On peut rester totalement autonome là-dessus. En revanche, si on veut avoir des diplômes reconnus par l'État, il va falloir faire les dossiers, puis les refaire et refaire les demandes. Et ça revient très très vite et c'est très lourd administrativement, n'est-ce pas? Non, Donc, c'est pas tous les lourd, 2, c'est 3 ans, gaulois. oui, c'est titanesque. C'est gaulois. Voilà. Donc, non, l'idée aussi de créer une école de ce type-là, par ailleurs totalement ouverte et inclusive, ça je tiens à le préciser parce que ce sont des sujets qu'on a Oui, mais on en évoqués a lors parlé. d'autres émissions, sans condition de revenus, de ressources particulières, C'est audacieux financièrement. puisque l'idée c'est d'avoir un étudiant qui est en CDD pendant 18 mois, payé par l'entreprise, et Ouais. tout le reste est pris en charge par l'école. Ah oui, très bien. Donc il a un salaire et il ne débourse pas d'argent, à part pour son déjeuner le midi. Est-ce qu'il est possible de réformer certaines choses dans un établissement comme le tien, Yann, en sachant que, bon, allez, après bac, on va avoir
une optimisation et une dynamique de complémentarité entre le technique et... Comment prépare-t-on des enfants aujourd'hui en collège, en lycée, pour des écoles supérieures Alors moi, je me nouvelle méfie génération? beaucoup du terme de réforme, parce que j'ai l'impression que depuis 30 ans que je dirige des établissements scolaires, j'ai passé mon temps à accompagner des réformes pour un résultat qui ne me paraît pas forcément hyper probant. Donc les réformes, j'ai un petit peu de mal. La dernière en date, c'est que nous avions mis en place des tablettes pour l'ensemble de nos élèves, de la 6e à la terminale, Très lourde d'ailleurs. et qu'on est en train d'en revenir. Mm. On a déjà reculé pour les 6e, on va reculer pour les 5e, parce qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout la maturité pour utiliser ces engins-là. Et donc, je pense que là encore, il faut qu'on soit pragmatique. Ça peut être des outils formidables pour des élèves de première ou de terminale. Ça, S'ils sont bien formés voilà, pour. s'ils sont bien formés pour, je n'ai pas de doute là-dessus. Encore que ça mérite d'être surveillé, hein, parce que même quand il s'agit d'élèves de première ou de terminale, quand un des surveillants ou responsables de niveau passe dans les couloirs avec sa propre tablette, il peut apercevoir des choses qui sont totalement hors programme. Et donc, on voit bien qu'effectivement, les élèves même de première et de terminale n'ont pas nécessairement toute la maturité pour le faire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour ces élèves-là. En revanche, je pense que c'est un vrai frein à l'apprentissage pour des élèves de 6e ou de 5e. Et donc, là, je crois qu'on s'est trompé. Bon, ça arrive. Le tout, c'est de le reconnaître et puis d'essayer de faire autrement. Mais il y a vraiment une grosse problématique là-dessus. Et je ne sais pas si on n'est pas aussi un peu victime d'effets de mode également Oui, dans c'est l'éducation nationale. Oui. C'est-à-dire que il y a quelques années, par exemple, la grande mode quand un inspecteur venait, c'était qu'il fallait absolument mettre les élèves en îlot, 4-5 élèves qui travaillent ensemble, qui discutent, C'est etc. ça. etc. C'était Et- Sounadjay Et Belkacem, aujourd'hui, conférence de méthode. j'ai eu encore une inspectrice il n'y a pas longtemps là, qui a dit à l'enseignante, non mais il faut arrêter ça, ça n'a plus, ça n'a pas d'intérêt et il y a une grosse perte de temps de la part des élèves. Donc on voit bien que réformer pour réformer, c'est toujours un peu pénible. Mais je pense qu'il faut quand même rester avec le bon sens premier qui va permettre effectivement éventuellement de changer l'ergonomie de la classe. Ça, je pense qu'il y a peut-être des choses à trouver de ce côté-là. Mais de là à réformer toutes les 5 minutes, arrêtons un peu. Moi, je me souviens en lycée professionnel, mais c'était un lycée professionnel, hein, il y avait des classes en fonction de la matière qui nous conduisaient à un aménagement particulier. Donc, on avait des groupes de 4 avec un côté informatique le long du mur, etc. Et c'était très, très innovateur, révolutionnaire. Et puis, dès qu'on faisait de l'économie et de la gestion, on était dans la classe, toc, 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 on était tous alignés comme une classe classique. Et donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et quand on faisait de la communication, et donc on était dans un studio de vidéo, et là, on était avec des petites tablettes comme des étudiants, etc. Donc il y avait une interaction et aussi un choix de l'aménagement des classes qui était judicieux. Moi, je trouve que par expérience du terrain, en fonction du cours des frères Montgolfier notamment, nous avons une 6e, une 5e, une 4e. Je pense que, en effet, mais pas pour les mêmes raisons que l'éducation nationale, le CM2 et la 6e doivent être mêlés. Je crois que c'est une illusion de prétendre qu'un enfant de 11 ans, qui plus est dans la maturité ambiante aujourd'hui, il n'est pas bon dans le contexte de notre société de pousser l'enfant de 11 ans à se la jouer étudiant ou lycéen, avec plein d'élèves, avec plein de professeurs différents, des classes différentes, etc. Je crois qu'il y a un besoin de stabilité et de sécurité pour l'enfant, surtout dans la conception de l'enfance actuelle.
Et on les préserve aussi de jouer le jeu de la consommation avec les lolitas et les lolitos qui s'habillent comme des personnes de 16 ans ou 18 ans et qui se la jouent avant d'être et qui oublient d'être enfants. Et pour cela, si on mêle le CM2 et la 6e exactement dans la même configuration, c'est une bonne chose. L'Éducation nationale a choisi que le programme du CM2 et de la 6e se confondent parce qu'il y avait un problème de niveau et qu'en amont, le CP, le CE1, etc. n'étaient absolument pas bien suivis. Moi, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. J'ai des élèves qui, au contraire, ont de très bonnes bases, mais par contre ont besoin psychologiquement et relationnellement d'être dans un collège et dans cette configuration. Et je crois qu'il faut pousser jusqu'à la 4e. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un seul professeur référent, à la rigueur un deuxième, parce qu'il y a un aspect littéraire, un aspect scientifique. Et c'est ce qui se passe, et les élèves suivent et travaillent, même de manière plus courte, mais plus intense, chaque matière. Nous avons une demi-heure de cours par matière, et ça marche très 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 bien. On est surtout à une période, une période de l'enfance où les développements intellectuels de chacun va à des vitesses totalement différentes. Ouais. Il n'y en a pas un qui va à la même vitesse. Et entre filles et garçons Et également. Et encore plus. Et Alors, encore plus. Et également. d'ailleurs, on voit clairement que les garçons sont plus tape-ballon et les filles... Déjà voilà. dans les Déjà, CM2, 6e, je Ouais. pense, voilà, sans vouloir faire d'amalgame ni rien, je pense qu'il y a vraiment cette unité, et je te rejoins sur l'idée d'aller jusqu'à la 4e. Le prof unique permet un suivi d'élève à élève. Parce que sur une seule classe ou sur un an, c'est compliqué. Mais sur 4-5 ans, ça permet, et j'avais vécu ça avec l'eau vive, là où j'étais venu en tant que jeune en colonie de vacances, pendant 10 ans, c'était le même directeur. Il regardait chacun d'entre nous, on savait ce qu'il voulait nous dire. Voilà, c'est ça. Et il savait où on allait, et il adaptait sa méthode d'éducation avec nous. Ouais. Ça permet au professeur de peut-être réorienter un élève, réorienter sa méthode, mieux le conseiller, mieux parler avec les parents. Et chose qui manque beaucoup aujourd'hui, ce dialogue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sketchs sur Internet où on voit l'évolution. Avant, les parents allaient dans le sens de l'élève, du prof. Oui, bah, il faut lui taper sur les doigts. Et aujourd'hui, c'est je suis désolé, j'ai dit qu'il était un petit peu J'ai oublié déconcentré. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire sous peine d'aller taper un professeur. En fait, il y a un moment, le professeur est la figure d'éducation logique, et les parents, c'est la maison, c'est le suivi, c'est le maternel, c'est l'amour, c'est l'affection. Et il faut réussir à séparer un peu les deux. Il y a peut-être aussi une idée avec les suivis des devoirs à la maison qu'il faut savoir un peu distinguer, laisser respirer les enfants. Moi, s'il y a quelque chose dont je me souviens beaucoup, c'est cette envie de liberté. On a tous, quand on est à l'école, on rentre à la maison, si on a encore 4 heures de devoirs, il y a un moment, c'est nécessaire. Surtout dans les classes supérieures, première, terminale, c'est normal d'apprendre à un étudiant à travailler. Il faut le temps de souffler. Mais il faut le temps de souffler, et surtout, il faut redonner le temps aux activités périscolaires. Je trouve qu'on le perd beaucoup au détriment des devoirs et aussi du numérique, tablette, vidéo, Est-ce que YouTube. dans l'enseignement supérieur, vous voyez une évolution des élèves qui vous arrivent du lycée? Parce qu'on les voit avant, mais est-ce que vous avez observé, par exemple, sur les 20 ans, là On dit toujours que ceux qui viennent sont pires que ceux d'avant. Ouais, Ça, c'est une tradition, mais est-ce que la c'est une formule, réalité? mais est-ce qu'il y a une réalité? Et est-ce que vous avez vu des choses positives évoluer aussi? Je ne sais pas si on voit des choses positives, on sait juste que c'est différent. C'est complètement différent. Maintenant, en fait, dans beaucoup d'écoles, je pense qu'ils ont aussi compris le message que le cours en amphi avec 200 personnes, ça ne marche pas, ça, c'est infaisable. Nous, ça fait un bout de temps que ça n'existe pas, ça. Et à l'EBITDA, on a une pédagogie un peu différente, c'est que beaucoup de matières, en fait, plus on avance, plus on va toucher à l'expertise. L'enseignant, c'est quelqu'un qui vient d'une entreprise pour enseigner. C'est ça, oui. C'est-à-dire, en fait, Repart dans l'artisanat. on enseigne. Moi, je disais, en fait, on ne vient pas enseigner une matière pour apprendre ce qu'il y a dans des bouquins. On veut enseigner des choses qui a plus que ce qu'on peut retrouver tout seul dans un bouquin. Donc, on ramène des industriels qui enseignent. Donc, on a
un fort contact avec des industriels. Et il y a beaucoup de projets pratiques, c'est-à-dire on va mettre l'étudiant face à des situations réelles qu'il va pouvoir découvrir en industrie. Donc c'est en fait en relation avec ce qu'on a vécu, c'est-à-dire on voit que les étudiants ont envie, quand ils enseignent quelque chose, de savoir à quoi ça sert. Maintenant, on a très peu d'étudiants qui apprennent des choses et pour lesquelles ils ne savent pas à quoi ça peut leur servir après. Et donc, du coup, on met en place toute une pédagogie autour de ça. Et on veut que l'étudiant soit l'élément central dans sa formation. C'est-à-dire, c'est lui qui va, en gros, décider plus ou moins un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il y a des choix d'options, il y a des choix de majeurs, etc. On lui ouvre la possibilité pour que ça soit lui qui décide de ce qu'il veut devenir après. Et nous, on propose la formation adéquate. Quelles conséquences de la réorganisation des lycées maintenant depuis 2 ans, bien tassé, où nous avons l'équivalent des UE, mais là, c'est donc des spécialités, je crois, on appelait ça comme ça. Est-ce que vous sentez que ça a un intérêt, que ça prépare les futurs étudiants? Nous, ça nous a plus créé des problèmes. Pourquoi? Au fait, quand vous êtes dans une école et vous formez les gens, l'hétérogénéité est un problème. Parce que pour partir d'un socle, il faut que les étudiants soient formés pareil. Avant, c'était facile, on pouvait dire qu'ils venaient tous d'un bac S, donc ils ont tous un niveau, parce que nous, on est technique, donc un niveau scientifique assez d'un niveau classe fixe. Alors, avant, il y avait l'option maths qui n'était pas obligatoire, etc. Donc, ça a créé des problèmes. On a même été amené à ne pas pouvoir accepter des gens qui n'ont pas fait de mathématiques. Heureusement que le ministère de l'Éducation est revenu et maintenant ils intègrent des cours de Ils ont maths. quelques professeurs qui arrivent maintenant. Parce qu'avant, c'était des professeurs qui n'avaient même pas 6 sur 20 au CAPES. Alors. Voilà, donc du coup, les mathématiques, ça posait un problème. Et cette hétérogénéité pose un problème. Parce que quand vous voulez former des gens, on part sur une base. Et si le lycée commence déjà à créer l'hétérogénéité, ça va poser un problème pour la suite. Sans surprise? Ah non, sans surprise, ça fait 3 ans qu'on vit ça et qu'on dit que ça va poser ce type de problème-là. Et on voit bien qu'effectivement, c'est le cas. Donc, mais on a l'impression que ces réformes, quand elles sont elles sont faites par un gars qui est dans un bureau, qui n'a jamais vu une Les classe. petits hommes gris, je qui ne sait citerai pas pas ce que la c'est. personne qui en parle à la télévision. Les petits hommes gris! Mais c'est juste. C'est vrai que j'ai une barbe. Voilà, c'est juste terrifiant parce que, effectivement, nous, on sait bien que nos élèves qu'on préparait aux études supérieures, alors c'était aux études supérieures de commerce, c'était aux études supérieures d'ingénieurs, mais ils étaient préparés à un type d'études. Effectivement, à la marge, il y en avait à qui ça ne convenait pas. Ça, je suis d'accord que ça existait, mais je pense qu'on a voulu tout chambouler pour des choses qui étaient vraiment marginales. Je ne vois pas très bien l'intérêt. Et en plus, le système est fait de telle façon qu'on est en train de revenir sur le système par le fait que les élèves vont faire une terminale S en prenant maths experte et machin. En tout cas, moi, c'est à peu près le comportement qu'ont mes enfants. Mais bien sûr. Alors que vraiment, je n'impose rien. Au contraire, là, je suis très ouvert. Dites donc, vous risquez pas, par optimiser les choses les plus séduisantes, tomber dans le panneau et finalement faire une formation qui sera un peu éparpillée? Je ne pense pas. Éparpillé, non, parce que d'abord, on reste modeste sur les flux. C'est-à-dire qu'on envisage d'avoir une promo de 50 apprenants la première année et ne pas aller au-delà de 100 apprenants par an. C'est-à-dire ne pas intégrer plus de 2 promos par an. Vous ciblez un effectif humain. Voilà. C'est pas raisonnable, pour rester cohérent, mais justement humain. dans cet accompagnement individualisé au maximum. On ne veut pas faire une usine, on veut répondre à un besoin du marché sur une niche très technique, mais en le faisant bien, et pas faire une usine Afrique. L'enseignement à domicile a été plus que corrigé
par le gouvernement actuel et peut-être à titre préventif pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des cellules sectaires qui s'installent et qui ne sont pas que forcément ce que l'on pourrait penser islamiques. Nous avons des dérives écologiques qui sont de type complètement sectaire et qui conservent des enfants dans un amour et une approche d'une nature qui n'est absolument pas maîtrisée. On est dans une idéologie dangereuse et c'est pour cela que le gouvernement a été très motivé par cela. Maintenant, il y a aussi quelque chose derrière, c'est contrôler la liberté de l'enseignement de la part des familles, etc. Ne nous leurrons pas. Voilà. Le hors-contrat se valorise parce qu'il a encore le droit d'exister, dans le fait d'être ce marchepied indispensable pour une scolarisation scolaire, en vue d'une scolarisation dans le privé sous contrat ou dans le public. Et pourtant, parce que, bien évidemment, on a fait passer cette loi sévère, mais quand on regarde les conditions dans lesquelles on tolère ou on accepte ou on valide la scolarisation d'un enfant à domicile, en fait, l'éventail est très ouvert. Il est très grand. Il reste ouvert, mais il y a un contrôle, quoi. Bon. Il semblerait que quand même, le travail à domicile existe de plus en plus parce que nous avons des écoles virtuelles, nous avons des professeurs par téléphone et nous avons maintenant carrément des cours que l'on maîtrise, on peut l'arrêter, on peut y revenir, poser des questions. Ce n'est pas dans l'ordre du chat GPT, mais ça s'en inspire. Sommes-nous à une école de 2 vitesses avec une programmation? Est-ce que vous pensez que finalement, nous allons avoir une génération qui pourra se passer du relationnel avec le maître et le présentiel, Moi, je n'y crois pas. virtuel? Je ne crois pas au tout distanciel. Ça peut fonctionner sur des choses qui sont dans des formats courts et plutôt pour adultes, parce que je pense qu'il faut avoir quand même un degré d'autonomie assez avancé pour pouvoir suivre un MOOC, par exemple, pendant plusieurs semaines, de manière sérieuse, hein, de manière assidue, de manière fouillée. On ne peut pas, en tout cas moi je suis incapable d'imaginer un système scolaire demain qui fonctionne de cette manière-là. Un élève en classe, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai été élève, a souvent pour but de taquiner son professeur, de taquiner son élève, il cherche le relationnel humain. Il jauge aussi le respect, bien la sûr, il pertinence jauge, et il est toujours en train de titiller Il est dans la relation la avec limite. l'adulte. Et aujourd'hui, se passer totalement de ça, se retrouver chez soi, pour beaucoup d'élèves parisiens, principalement les grandes villes, hein, pas que Paris, dans 20, 19, peut-être 14 mètres carrés devant un écran. Surtout post-Covid. Surtout, voilà. Et le Covid nous a montré à quel point c'était impossible et invivable de rester dans ce domaine-là. Aujourd'hui, dans la formation, quelque part une bénédiction. Oui, bien sûr, ça a prouvé, et on ne parle même pas du nombre de suicides qu'il y a eu. On ne parle même pas du nombre de suicides qu'il y a eu, c'était atroce. Et chez des enfants. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse-là. Ah ouais? On entend quand même des gens qui disent bah non, au contraire, le Covid nous a montré que ça pouvait être une réussite. Sur certains points, donc, mais pas sur tous. Il faut quand même faire attention à ça. Hein. Pour ça, nous, à l'EPITA, on a une expérience, puisqu'on a commencé ça avant le Covid. Ouais. En prépa, en fait, on avait remarqué que les étudiants ne travaillaient pas chez eux, et même ce qui remontait des étudiants, c'est que même quand ils ont envie de travailler, c'est très difficile de travailler seul. Donc l'école, en fait, s'est lancée dans un projet où on a un genre de MOOC, hein, on les appelle différemment chez nous, mais c'est des vidéos pour réviser le cours précédent et préparer le cours suivant. Et ces trucs-là, on demande aux étudiants de les visionner avant d'arriver en cours. Donc, c'est-à-dire, pour l'aider à travailler chez soi, on propose des cours en genre de cours distanciels. Hein. Ce n'est pas vraiment des cours, c'est pour préparer. C'est plus comme Moodle. Voilà, un truc comme Moodle, voilà, et de faire un peu de classe inversée. Voilà, c'est un genre de classe inversée. En fait, l'étudiant prépare et
la partie TD, etc., se fera en présentiel avec des Ça, profs. c'est génial. Ça ne peut pas marcher en collège ni en primaire, parce que moi, je l'ai essayé avec le cours des frères Montgolfier. Ouais, nous, on est, Voilà. ils sont un peu Il faut plus avoir un âgés. peu de Voilà. Mais c'est maturité quand même, génial. mais c'est très De bien. la, Il faut avoir de l'autonomie. Oui. Il faut avoir beaucoup d'autonomie. Et la passion. La passion aide énormément. Ouais. Je ne vais pas là Je pour trouve qu'il y a rejoindre. une autre chose aussi, malheureusement, le temps nous est compté, mais il y a une autre chose aussi qui est formidable dans les écoles supérieures, c'est la piscine. Ah, ça, on fait nous. La On est piscine connus pour qui ça. donc oblige à faire l'expérience d'être De l'immersion. bloqué dans un timing qui est quand même assez mortel. Hein, et on travaille pour décrocher le truc et y aboutir à quelque chose. C'est une expérience qui est absolument essentielle dans la réalité du monde du travail aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des impératifs. L'armée le fait, notamment j'ai l'exemple dans Saint-Cyr, pour avoir le képi, il faut rester et tenir 48 heures sans dormir, je crois. Oui. Un truc un peu fou. Enfin, Mais il y a un l'expérience. petit déjeuner après, Ouais. comme ça, il paraît. Enfin, L'Epita est connu pour sa piscine aussi. Oui, elle est rude, votre piscine. Hein. Elle Elle a une Elle a sacrée été rude. réputation. a été rude. Ouais. Elle est de moins en moins rude. Maintenant, c'est une légende urbaine, en fait. Non, ça continue. La Ouais. piscine existe toujours. En fait, notre métier d'informatique, des fois, il nous impose à travailler en rush, etc. Donc, du coup, on essaie toujours de le maintenir pour leur faire découvrir ce que c'est que le métier d'informatique et pour faire découvrir à chaque étudiant ses limites aussi. Quelques secondes, Sophie, sur la piscine. moi, je trouve que c'est un bon exercice qui doit être très, très bien encadré. C'est ça. Et c'est les confronter effectivement à une réalité où on peut être amené à avoir des périodes de rush, à faire de la gestion de crise, tout simplement. Donc c'est très très bien. Mais encore une fois, je vous rejoins, les uns et les autres, on ne peut pas faire ça en primaire, même au collège. Non. Il faut avoir un peu de maturité quand même. Nous, on ne le fait même pas en prépa, nous, on le fait en cycle ingénieur. Et puis, il faut quand même la solidité psychologique de se dire où se trouve aussi ma priorité. Je peux avoir un rush, mais pas tout le temps un rush. Voilà. Si j'ai une vie conjugale qui s'installe, une vie de famille et tout, il y a une priorité de vie. D'où l'intérêt d'accompagner, d'encadrer ces périodes Voilà. de piscine et surtout de les débriefer. Exactement. Oui. Une vraie Surtout relecture. ça, parce après. que ça peut être aussi bien un calvaire sur le moment que derrière une expérience exceptionnelle, qu'un traumatisme qui dure si c'est pas débriefé Toujours et faire correctement un retour expliqué. d'expérience, Ouais. toujours. C'était très agréable d'avoir votre équipe. Notre série d'émissions, première série d'émissions pour la saison 3 de Débat Court s'achève. Nous allons avoir aussi une autre équipe que vous avez déjà vue d'ailleurs, puisque nous nous amusons à croiser les émissions. Merci Yann. Bon Merci courage Albéric et pour bon cette vent. invitation. Voilà. J'espère que l'EPITA va bien se porter. En tout cas, Reda, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Parce que ça a été un bon moment. Je vous souhaite une belle aventure, Sophie, dans cette Merci création. Albéric. Parce Je que vous c'est tiendrai toujours, informé. c'est toujours un plaisir de créer quelque chose, croyez-moi, parce que moi-même, je suis un peu un fou sur ce domaine. Et c'est toujours une C'est grande très joie. stimulant. Très stimulant. Et puis, c'est un grand bonheur de voir ce que ça peut éveiller. Voilà, Merci de concrètement. m'avoir invité. En tout cas, nous nous retrouvons très vite. Et n'oubliez pas, faites vos commentaires. N'hésitez pas à inviter ceux qui ne savent pas à quel moment on peut voir cette émission ou s'en servir. Ben, moi, à mon avis, c'est en faisant la cuisine, par exemple. Les hommes comme les femmes. N'oubliez pas, messieurs, vous savez très bien faire la cuisine. Ou alors, vous êtes en train de prendre un bon bain et vous entendez nos voix et vous nous voyez. Vous inquiétez pas, nous, on ne vous voit pas dans votre bain. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà, je vous donne des petites recettes pour pouvoir tenir 45 minutes parce que c'est un choix qu'on a fait et nous en sommes très fiers et très contents. De toute façon, ça nous avait été réclamé. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. À très vite.